Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouveau concept et je vous propose qu'on s'intéresse à des mystères du monde, des histoires énigmatiques auxquelles à l'heure actuelle on n'a pas encore toutes les réponses. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire du navire fantôme nommé le Mary Celeste. Pour vous raconter un peu les origines de ce bateau, on va remonter en 1860. À cette époque, un bateau nommé l'Amazon va être construit. Le bateau mesurait 303 mètres de long pour une largeur de 6,9 mètres avec une capacité de tonnage de 198,42 tonnes. Ce bateau, c'est un bateau qui naviguait autour du monde. Londres, Marseille, les Antilles, Océan Atlantique, mer Méditerranée, etc., etc. Malheureusement, en 1867, à cause d'une tempête, le bateau va être détruit. Les dégâts sont tellement importants que le bateau va être vendu aux enchères en tant qu'épave en 1867. Il va ensuite être vendu plusieurs fois avant d'arriver aux mains de Alexander W. Haynes, qui va dépenser 1750 $ pour l'acheter et 8825 $ pour le réparer. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près l'équivalent de 130 000 $ à l'heure actuelle. Finalement, en décembre 1868, il sera enregistré comme vaisseau américain au bureau des douanes du port de New York, sous le nom de Mary Celeste. En octobre 1869, il sera racheté par un consortium new-yorkais présidé par James H. Winchester. Il va alors subir d'importantes modifications pour la maudite somme de 10 000 $, soit environ 180 000 $ à l'heure actuelle. Sa longueur passe donc à 31 mètres, sa largeur à 7,8 mètres, et sa capacité de tonnage augmente à 282,28 tonnes. Le bateau est prêt, il va enfin pouvoir faire sa première traversée. Benjamin Briggs, originaire de Nouvelle-Écosse, est le capitaine de ce bateau. Briggs y choisit son équipage avec soin. On décrit son équipage comme des pacifiques et des marins de première classe. Dans une lettre destinée à sa mère, postée peu avant la traversée, Briggs déclare même être pleinement satisfait du navire et de l'équipage. Il emmènera également à bord de son bateau sa femme et sa fille et laissera son fils à terre. Le 20 octobre, Briggs arrive à New York pour charger le bateau de 1701 tonneaux d'alcool dénaturé. Et le 3 novembre, Briggs écrit à sa mère pour lui indiquer son intention de prendre la mer en ajoutant « Notre vaisseau est en parfaite condition et j'espère que nous aurons une belle traversée ». Le départ est prévu pour le mardi 5 novembre, mais en raison de mauvaises conditions météorologiques, le départ y sera repoussé au 7 novembre. À cette époque, un autre bateau, le Dei Gratia, se trouve non loin d'ici, et il attend le chargement de sa cargaison pour se rendre à Gibraltar. Son capitaine, David Morehouse, et son second, Oliver Deveau, sont également originaires de Nouvelle-Écosse comme Briggs. Étant donné leur parcours similaire, il est très probable que Morehouse et Briggs se connaissent. Certaines sources avancent même qu'ils sont de bons amis et qu'ils auraient dîné ensemble la soirée avant le départ du Mary Celeste. Le Dei Gratia, lui, prendra la mer pour Gibraltar le 15 novembre, soit 8 jours après le Mary Celeste, en empruntant la même route maritime. On fait un petit bond dans le temps, on est le mercredi 4 décembre 1872 à 13h, et le Dei Gratia est à mi-chemin entre les Açores et les côtes portugaises. Lorsque soudain le timonier du bateau signale à son capitaine Morehouse qu'il repère un navire à environ 10 km qui approche de manière bizarre en zigzagant. Les déplacements du bateau ils sont vraiment bizarres, et tout le monde comprend qu'il y a un truc qui va pas. Le bateau se rapproche et on voit qu'il n'y a personne sur le pont du bateau. Sur la coque du bateau, on aperçoit écrit « Mary Celeste ». Le capitaine Morehouse demande à Deveau, son adjoint, d'aller jeter un coup d'œil sur le bateau. Quand il revient faire son rapport au capitaine, ils ont conclu que le bateau a été abandonné. Il explique avoir découvert le livre de bord dans la cabine du capitaine second et que la dernière entrée date du 25 novembre à 8h, soit 9 jours auparavant. On y apprend que le bateau il se situait à un peu moins de 80 km de sa position actuelle. De plus, les cabines dans le bateau sont sales, de l'eau semble être rentrée par les écoutilles qui étaient ouvertes. Mais globalement, à l'intérieur, c'est encore bien en ordre. Dans la cabine du capitaine, on va retrouver des affaires personnelles lui appartenant, comme son sabre encore dans son fourreau par exemple. En revanche, les documents de navigation et la plupart des instruments de navigation ont disparu. Du côté de la cuisine, tout semble en ordre, et il y a même encore un bon stock de provisions. On détecte ni trace d'incendie, ni de violence. En revanche, on remarque qu'il manque une chaloupe, un genre de petit bateau sur lequel l'équipage pouvait embarquer pour sortir du bateau. On en déduit donc que l'équipage a dû s'enfuir à la hâte via cette chaloupe. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mystère. En tout cas, après avoir fait son rapport au capitaine, Deveau, en tant que navigateur chevronné, décide de ramener le bateau à Gibraltar. Il décide de le faire car il existe une prime de sauvetage de bateau. Et comme le bateau vaut une certaine somme et que la cargaison est encore présente, il espère en tirer un bon billet. Quand ils arrivent à Gibraltar, le Mary est immédiatement immobilisé. Le 23 décembre, un examen du Mary Celeste est ordonné. Et on découvre la présence de 2 entailles sur les 2 côtés de la proue cassée. A priori, ces entailles auraient été causées par un objet tranchant, et on trouve également de possibles traces de sang sur le sabre du capitaine. En plus de ça, il semblerait que le navire n'ait pas été victime d'une tempête. L'argument des enquêteurs est de dire qu'on a retrouvé une fiole d'huile pour machine à coudre intacte. S'il y avait eu une tempête, cette fiole aurait dû être cassée ou à minima déplacée. Il s'agit d'un argument que beaucoup considèrent comme bancal car cette fiole aurait pu être posée plus tard par quelqu'un d'autre après une éventuelle tempête. Dans tous les cas, la coque elle présente ni trace de collision ni d'échouement.
Un deuxième examen est alors demandé. On va globalement en arriver aux mêmes conclusions, à l'exception que cette fois-ci on va trouver de nouvelles traces qui pourraient être du sang, ainsi qu'une profonde entaille dans le bateau qui aurait pu être causée par quelque chose comme une hache. À partir de là, il existe pas mal de théories. Première théorie, la mutinerie. Les enquêteurs émettent l'hypothèse que l'équipage se serait saoulé avec la cargaison et aurait ensuite tué les officiers et les membres de la famille de Briggs. Ils auraient ensuite entaillé la proue pour faire croire à une collision avant de quitter le navire à bord de la chaloupe. Cette théorie, elle semble toutefois pas être bonne. Déjà, les analyses scientifiques montrent que les traces potentielles de sang découvertes sur le sabre et à d'autres endroits du bateau sont en fait de la rouille. Ensuite, les entailles sur la proue semblent finalement avoir été causées par l'action de la mer sur le bois du navire. Et pour terminer, la cargaison contient de l'alcool dénaturé, c'est-à-dire de l'éthanol, autrement dit une substance impropre à la consommation. Il est donc peu probable que l'équipage l'ait consommé. Deuxième théorie, l'attaque des pirates rifins. On pense que le bateau aurait pu être éventuellement attaqué par des pirates rifins, qui opéraient le long de la côte marocaine dans les années 1870. Ces pirates attaquaient les bateaux pour piller leurs richesses. Malheureusement, encore une fois, cette théorie semble pas coller, puisqu'on a retrouvé pas mal d'objets de valeur dans le bateau. Troisième théorie, la fraude à l'assurance. Au début de l'enquête, on va suspecter le copropriétaire du bateau, James Winchester, de fraude à l'assurance. On suppose qu'il aurait fait évacuer tous les membres du bateau et abîmer ce dernier afin de toucher une grosse somme d'argent via les assurances. James niera et les investigations n'iront pas plus loin. Quatrième théorie, David Morehouse l'assassin. David Morehouse et son équipage auraient tué tout l'équipage du Mary Celeste. Cette théorie elle est assez vite rejetée car le Mary Celeste avait eu 8 jours d'avance de navigation, et le Dei Gratia était bien plus lent que le Mary Celeste. En prenant ces éléments en compte, on comprend vite que le Dei Gratia il aurait jamais pu rattraper le Mary Celeste, et ils auraient en théorie pas pu se croiser. Cinquième théorie, une alliance entre Briggs et Morehouse. Puisque Morehouse et Briggs ont déjeuné ensemble avant de partir en mer à l'époque, on va soupçonner Morehouse et Briggs d'avoir tout organisé et mis en scène afin de toucher l'argent de la fameuse prime du sauvetage. Malgré tout, cette théorie reste peu probable puisque Briggs lui-même était propriétaire d'une partie de la cargaison et aurait donc perdu une grosse somme d'argent dans l'opération. De plus, il était connu qu'ils étaient amis et on estime qu'ils auraient donc pas fait quelque chose d'aussi flagrant. Pour terminer, on pense que Briggs n'aurait certainement pas laissé son fils à New York si son plan était de disparaître avec l'argent. Sixième théorie, le Kraken. Le numéro du 17 septembre 1904 du Chambers Journal suggère que tous les marins du Mary Celeste auraient pu être saisis un par une pieuvre ou un calmar géant. Selon le musée d'histoire naturelle de Londres, il existe effectivement des spécimens de calmars géants qui pourraient atteindre jusqu'à 15 mètres de long, et on a déjà recensé des attaques de navires par de tels animaux. En revanche, peu de chances que ce soit le cas ici. Il est assez peu probable que l'animal ait réussi à saisir tous les membres de l'équipage et qu'il ait pris par la même occasion les outils de navigation du bateau. Après, peut-être il cherchait juste sa route, on sait pas. Septième théorie, paranormale. Évidemment, dans ce genre d'histoire, de nombreuses personnes pensent à la théorie du surnaturel. Certaines personnes pensent que le Mary Celeste serait une expérience mystique, reliée par des pouvoirs dépassant la compréhension humaine, genre pyramide de Gizeh, Atlantide, etc. Certains évoquent même l'histoire du triangle des Bermudes, même si l'histoire s'est déroulée dans une zone complètement différente. Certaines personnes iront même jusqu'à théoriser un enlèvement par des extraterrestres. Bon, et en vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, revenons sur des éléments plus pragmatiques. Actuellement, on est sûr de rien. En revanche, on est à peu près sûr qu'il y a dû y avoir des circonstances exceptionnelles pour que ce bateau se retrouve abandonné. En fait, on pense que Briggs a abandonné son bateau car l'équipage courait un risque. Mais alors, quel était ce risque? La première possibilité serait qu'il se serait trompé et aurait eu l'impression que le bateau coulait. C'est quand même un marin chevronné, donc on doute de cette possibilité. Autre possibilité, il aurait peut-être aperçu un iceberg. Encore une fois, cette théorie elle est vite remise en cause par le fait qu'il est peu probable qu'un iceberg ait dérivé aussi loin, surtout si aucun autre bateau l'a aperçu. Il y a la possibilité que le Mary Celeste ait été encalminé, c'est-à-dire que par manque de vent, le bateau dérive à la seule force des courants. Peut-être que le Mary Celeste était dans ce cas-là, Briggs aurait eu peur de se fracasser sur des rochers. L'équipage aurait donc pris la chaloupe pour tenter de rejoindre la terre ferme. La faiblesse de cette théorie, elle se situe au niveau des voiles. En effet, dans cette situation-là, l'équipage aurait dû ouvrir les voiles en grand pour tenter de capter la moindre brise de vent, sauf qu'on a retrouvé le bateau avec les voiles encore roulées. La possibilité d'un tremblement de terre est également abordée, ou à minima d'un événement naturel pouvant endommager la cargaison, comme une énorme tempête. Des vapeurs inflammables se seraient alors échappées des tonneaux, et par crainte d'un incendie ou d'une explosion, l'équipage aurait abandonné le navire. Cette théorie est malheureusement contredite par le manque de dégâts provoqués par une éventuelle explosion. À moins que... À l'université du Collège de Londres, Andrea Sella réalise pour la chaîne de télévision Channel 5 une expérience en 2006. L'idée c'est de provoquer une explosion dans une réplique du Mary Celeste qui créerait une importante boule de feu en reproduisant les conditions dans le bateau avec les vapeurs inflammables. Et contrairement aux attentes, la boule de feu n'a généré aucun dégât sur le bateau. Sella explique: ce que nous avons créé est une explosion de type onde de choc. Il y a eu une spectaculaire gerbe de flammes, mais derrière elle, l'air était relativement frais. Aucune suie ne fut produite et il n'y a eu ni brûlure ou rousseur. C'est à l'heure actuelle la théorie la plus probable pour expliquer ce qui aurait forcé Briggs à abandonner le navire, qui aurait pris peur devant cette fameuse boule de feu. Voilà qui conclut donc notre histoire. N'hésitez pas à me partager vos théories en commentaire. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, vous pouvez aimer cette vidéo et vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une super journée. Allez, bisous l'équipe.